Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK en partenariat avec Edenred, le leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises et des collectivités. Cette webconférence est consacrée aujourd'hui au sourcing. Nous allons traiter de son cadre juridique et de bonnes pratiques. Le sourcing, c'est un outil stratégique recommandé par le décret de mars 2016 avec pour objectif, entre autres, d'améliorer l'efficacité des procédures et de réduire le coût général des achats, car contrairement aux idées reçues, il ne faut pas hésiter à dialoguer avec les fournisseurs pour mieux appréhender le domaine concurrentiel et les capacités des opérateurs. L'occasion aussi de repérer des solutions innovantes et de recueillir des renseignements qui pourront servir à la préparation d'un futur achat ou à la rédaction d'un dossier de consultation. C'est un exercice subtil, car les échanges avec le monde de l'entreprise ne doivent aboutir à aucune forme de favoritisme, bien entendu. Le sourcing ne doit bien entendu pas être un moyen de limiter le principe d'égalité d'accès au marché public. Mais le sourcing est également une réelle plus-value qui contribue d'ailleurs au rapprochement entre privé et public. Alors, quel est son cadre juridique? Quels bénéfices en termes de meilleure connaissance de l'offre sur le marché et en termes d'économie? Quelles actions menées en matière de sourcing sur différentes familles d'achats? Et également quelques informations sur un autre outil, la carte de travail, grâce à deux intervenants que je m'empresse de vous présenter. Fabienne Charrier, de formation de droit privé et titulaire d'un DESS de droit notarial. Vous intégrez la fonction publique territoriale dans le département de l'Hérault, au sein de la direction juridique. Vous avez occupé pendant 11 ans différents postes de juriste, dont celui de responsable de la commission d'appel d'offres et de la dématérialisation. Puis ensuite, vous prenez la direction de la commande publique de la ville d'Oulin. Et à Oulin, ensuite, celle des affaires juridiques qui comprend à la fois le service juridique, le service commande publique et celui de l'état civil. Et puis, vous êtes également membre du réseau de ressources et territoires qui rassemble tous les acheteurs du territoire de la métropole de Lyon. Métropole de Lyon que vous allez intégrer, je crois, ou demain ou très bientôt, le 8 juin, donc très bientôt, sur le poste de responsable de la commande publique. Stéphane Brizoil, vous êtes directeur des achats à la SA des résidences d'Indessonne, qui est une SA HLM, où vous gérez les achats, toute la partie stratégie, sourcing, benchmark, définition des besoins, des marchés, dans leur élaboration, dans leur rédaction, dans leur passation, le service assurance et le service logistique et moyens généraux, qui concerne entre autres la flotte auto, qu'on évoquera peut-être tout à l'heure, les fournitures, etc. Vous avez été précédemment directeur des affaires juridiques et économiques à l'OPH 77. Vous êtes diplômé d'un Master 2 en droit public des affaires et vous dispensez régulièrement des formations. Vous intervenez également comme consultant formateur pour divers clients et publics en intra et en consulting. Au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions que vous pourrez voir dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Nos intervenants feront leur possible pour y répondre au cours de cette conférence. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Il est temps de vous passer la parole à nos intervenants, en commençant par vous, Stéphane Brizoil, afin que vous nous aidiez, en guise d'introduction, à replacer le sourcing dans le processus d'achat. Oui, alors le sourcing, c'est avant tout une technique achat, bien sûr. Au niveau de cette technique, c'est aussi avant tout un élément, j'allais dire plus largement, de la gestion relation fournisseur. Et si l'on veut resituer finalement cette technique achat, qui d'ailleurs est une technique achat un peu, comme on l'a dit, au même titre que le benchmark ou du marketing achat plus généralement, dans notre process, on voit bien que cette technique joue plusieurs rôles qu'on va évidemment détailler après en avoir vu le cadre juridique. Plusieurs rôles qui se retrouvent, si on prend notre cycle des achats, notre process achat se retrouve à différentes étapes de ce process achat, évidemment davantage en amont, en lien avec la définition des besoins. On va voir aussi un peu plus loin que forcément quels sont ses objectifs, comment on va pouvoir travailler sur cette étape pour avoir le maximum d'effets positifs derrière. Donc,
Par rapport à ça, c'est un point important en termes d'impact derrière que va avoir cette phase, cette technique achat au sein de notre process achat en termes d'expression des besoins, donc sur la partie définition des besoins, partie qui a d'ailleurs été étoffée par le décret de 2016, je le rappelle, et donc un impact plus globalement aussi sur notre connaissance des secteurs d'activité. Ça aussi, on va voir comment ça peut être utilisé, quels sont les effets souhaitables et souhaités par rapport à ça. Et enfin, évidemment, ça déterminera aussi en bonne partie, en tout cas, notre stratégie, nos choix stratégiques achats derrière dans l'élaboration et dans la construction de nos marchés. Donc ça, c'est par rapport à nos différentes étapes du cycle d'achat, qui, je rappelle, ce cycle d'achat, ce process, finalement, doit nous permettre, in fine, avec les différentes étapes, doit nous permettre, quand toutes ces étapes, toutes ces phases sont réalisées, de nous donner finalement le plus de chances possibles, de tendre le plus possible vers un achat efficace, avec la notion d'efficacité de l'achat qui désormais apparaît clairement aussi, encore une fois, dans le texte qui régit la commande publique. Donc voilà pour le process. Fabienne Charrier, nous allons nous intéresser plus directement au cadre juridique et un rappel, s'il en était besoin, des règles de déontologie autour de ce que vous appelez, entre guillemets, un acheteur exemplaire. D'accord. Alors, si on rappelle déjà le cadre général du sourcing, c'est vrai que c'est une technique utilisée par les acheteurs pour rechercher des opérateurs économiques avant de lancer une consultation. Donc, une fois que l'acheteur va recenser les entreprises du domaine concerné, il va pouvoir organiser des échanges préalables avec ces entreprises et ça sera l'occasion pour lui, à l'occasion de ces échanges, de présenter sa collectivité, la démarche de sourcing et puis qui a bien sûr lieu en amont de tout lancement de consultation. Il pourra exposer ses attentes, son besoin, et puis également ses exigences et puis ses contraintes. Il pourra vérifier l'adéquation de son besoin avec l'offre existante. Et puis, il pourra également se renseigner sur les caractéristiques du produit acheté. Donc, le sourcing va permettre de bien connaître la concurrence, en tous les cas de la sonder, de connaître un secteur d'activité et puis toutes les innovations technologiques qui peuvent être mises sur le marché. Et puis, à l'issue des rencontres avec les fournisseurs, l'acheteur pourra rédiger un cahier des charges plus performant en ayant élargi le périmètre de la concurrence et puis en essayant en tous les cas d'être attractif pour les entreprises. Alors, bien sûr, c'est une démarche volontaire à l'initiative de l'acheteur à laquelle les opérateurs économiques sont libres ou pas de répondre. Bon, il faut savoir qu'ils accueillent plutôt très bien ces démarches. On imagine. Voilà, et ils sont plutôt même très organisés. Voilà, ils s'organisent en tous les cas pour nous recevoir. C'est vrai, quand je le disais en introduction, c'était un rapprochement intéressant du public et du privé. Oui, absolument. Et puis, oui, voilà, ils reçoivent très, très bien le fait de nous accueillir. Alors, sur sa consécration juridique, c'est vrai que, comme le disait Stéphane tout à l'heure, le sourcing est issu du secteur privé. Et puis, dans le secteur public, il est vrai qu'il n'y avait pas de fondement juridique. On le raccrochait à l'ancien code, c'était l'article 5 qui était relatif à la définition préalable des besoins. Et puis, on le raccrochait également à la circulaire de 2012 qui était le guide des bonnes pratiques des marchés publics qui permettait donc à l'acheteur de se rendre dans des salons professionnels ou de demander de la documentation technique auprès des fournisseurs. Voilà. Alors, avec l'ordonnance de 2015, on est passé d'une vision plus économique des marchés publics. On a priorisé la vision économique par rapport à la vision juridique. Et il est vrai que le décret de 2016 a prévu dans son article 4 que les acheteurs
pouvaient échanger avec les fournisseurs, faire des études de marché, donner leurs besoins et faire part de leurs exigences. Alors, bien sûr, l'article 5 du décret nous dit que l'acheteur doit prendre toutes les mesures appropriées pour ne pas venir fausser le jeu de la concurrence et donner des informations qui seraient ignorées des autres candidats. Voilà, donc c'est toujours le respect des principes fondamentaux de la commande publique que l'on doit respecter voilà, pendant le sourcing. Alors parlons un peu de déontologie, qui semble indispensable dans cette évolution. Eh bien oui, l'acheteur doit être exemplaire. Non seulement il doit respecter ses obligations statutaires issues de la loi du 13 juillet 1983 sur les droits et obligations du fonctionnaire, et puis il doit également respecter la loi du 20 avril 2016, dite la loi Sapin 2, sur la déontologie et les droits et obligations des fonctionnaires. Donc le fonctionnaire doit exercer ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité, probité, neutralité. Alors, si on veut concrètement voir à quoi ça peut correspondre, la neutralité, on peut se dire que lors du sourcing, eh bien, on ne doit pas sauter de joie lorsque le fournisseur nous propose une solution plutôt sympathique, ou au contraire montrer son insatisfaction. Donc, on doit voilà, avoir un comportement toujours neutre. Probité, forcément, le fonctionnaire est incorruptible. Donc, il ne doit pas percevoir des dons ou percevoir certains avantages en vue de commettre un acte ou favoriser en tous les cas une entreprise. Et puis, impartialité, intégrité, dignité, oui, il doit respecter évidemment l'ensemble des entreprises et se comporter de façon impartiale pour ne pas favoriser les entreprises. Donc, en cas de manquement, forcément, sa responsabilité statutaire pourra être engagée, mais également sa responsabilité pénale. Alors, l'acheteur, donc, on a vu les obligations auxquelles il était tenu en tant qu'acteur public, mais il doit également respecter les principes fondamentaux de la commande publique, donc le libre accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et puis la transparence des procédures. Alors concrètement, le libre accès à la commande publique, ça sera prévoir un délai de réponse suffisamment important pour que l'ensemble des candidats puissent s'approprier le cahier des charges. Ne pas interdire de la soumission des opérateurs sondés, dans le cas des interdictions facultatives de l'article 48 de l'ordonnance. Sur l'égalité de traitement, ça sera que les candidats doivent tous disposer d'informations identiques dans le DCE. Alors là, c'est lorsque, par exemple, on aura demandé des études de faisabilité, on va s'assurer d'avoir les droits de reproduction pour pouvoir les diffuser et les mettre aussi dans le dossier de consultation, par exemple. Sur la transparence des procédures, eh bien, il est plutôt conseillé de faire un rapport du sourcing. Ce rapport peut d'ailleurs être envoyé à la signature des fournisseurs. Et puis, il peut également être présenté à la commission d'appel d'offres pour montrer aux élus qui font partie, aux membres de cette commission, eh bien, tous les avantages que l'on a pu tirer du sourcing, en tous les cas sur les renseignements, les caractéristiques des produits, etc. et la stratégie du marché qui va être établie en fonction donc, du résultat du sourcing. Alors, il est conseillé de mettre en place une charte déontologique de l'achat pour rappeler justement les obligations de l'acheteur et puis les bonnes pratiques. Ça peut être également faire part des comportements à risque et puis donner des exemples. Par exemple, quels sont les cadeaux que l'on peut accepter de recevoir, que ce soit les stylos, les calendriers, les agendas, voilà, là, il n'y a pas de souci, ou tout ce qui peut se partager au sein d'un service, la boîte de chocolat, par exemple, bon, là, il n'y a pas de souci. En revanche, tout ce qui sera voyage ou des activités théâtre, enfin voilà, bon, là forcément c'est voilà, extra-professionnel. Là c'est complètement proscrit.
D'ailleurs, on a également une jurisprudence récente. En fait, c'est le tribunal correctionnel de Nîmes. Voilà, c'est pas pour faire peur. C'est le tribunal correctionnel de Nîmes. Quand on dit le mot tribunal. Oui, voilà. Qui a condamné un maire ainsi que l'ensemble des participants à un sourcing à une peine de prison de 6 mois avec sursis et puis à une forte amende pour l'entreprise qui avait payé le voyage du groupe participant au sourcing pour aller voir une pelouse innovante pour un stade. Voilà, donc attention, ne pas se faire offrir aussi les voyages pour se rendre sur place et voir les premières jurisprudences qui apparaissent. Voilà. Et puis, toujours pour en revenir à cette charte déontologique, eh bien, il peut être aussi intéressant de la soumettre à l'avis du référent déontologue. Voilà, pour être sûr. Qui existe dans les collectivités depuis peu. Depuis peu, depuis le 10 avril 2017. Voilà. Il y a une question que je vais vous poser à tous les deux en écoutant vos propos, Fabienne. C'est, vous parliez d'une vision qui est plus économique que juridique maintenant, et d'une certaine manière plus de liberté et une responsabilité accrue, même au-delà de la responsabilité statutaire, j'allais dire. On a l'impression que vos métiers, au sens large, de l'achat, avec le sourcing, évoluent largement, quoi. C'est-à-dire que vous passez dans une dimension différente. Oui, on est clairement dans une professionnalisation de l'achat. Il faut dire que nos collectivités territoriales, enfin nos modes de fonctionnement, on va dire, en termes de commande publique, étaient historiquement aussi, en raison de la nature des textes, purement juridique et très beaucoup enclin à sécuriser l'acte de commande publique, l'acte d'achat. Aujourd'hui, on a cette réglementation qui finalement nous permet à ajouter en quelque sorte tous les aspects économiques à cette sécurisation. Donc on a à la fois finalement deux maîtres mots, on a cette sécurisation à laquelle aujourd'hui on est venu ajouter l'optimisation et l'efficacité de l'achat. Ce qui fait qu'en effet, on a à la fois ce plan juridique et ce plan stratégique et efficacité. Donc c'est vraiment cette démarche est la traduction de ce que les acheteurs publics, au sens large d'ailleurs, puisqu'on peut rappeler que, y compris les opérationnels qui participent à l'acte d'achat, font partie des acheteurs au sens large, et plus précisément au sens plus strict du terme, on a l'acheteur qui, lui, va mettre en mouvement des techniques achats, comme celle-ci, comme celle du sourcing, évidemment, avec des méthodes de travail bien particulières. Et ces méthodes de travail, en effet, doivent justement s'inscrire dans tout ce que évoquait Fabienne, c'est-à-dire, évidemment, le respect des grands principes de la commande publique, mais également, derrière, intrinsèquement, nos objectifs d'efficacité, d'efficience de cette démarche. Il faut savoir que cette démarche, elle doit tendre vers un but, vers des objectifs, et c'est la raison pour laquelle il faut avant tout avoir en tête ces objectifs. C'est d'ailleurs eux qui vont aussi, en quelque sorte, constituer et arrêter le sens de notre démarche, comme celle du sourcing, et finalement avoir ce contenu au niveau des outils qui vont, avec ce contenu, va être forcément orienté aussi en fonction de ces objectifs que l'on souhaite atteindre à travers le sourcing. C'est effectivement une évolution très claire de ces fonctions d'achat, de ces fonctions support, mais avec des objectifs stratégiques et économiques importants. D'accord. Bien, une fois le cadre juridique posé, la déontologie évoquée, Dieu sait que c'était important, et l'évolution du métier, ce serait intéressant d'avancer sur les bénéfices qui sont recherchés par cette démarche. Fabienne. Alors, les bénéfices, c'est évidemment la connaissance du marché fournisseur, c'est l'élargissement de la concurrence. Alors, on verra comment on fait cette recherche des fournisseurs, les techniques innovantes pour pouvoir voir comment on peut les intégrer ensuite dans notre cahier des charges. La cohérence entre les offres existantes et le besoin pour adapter son besoin.
Et puis, ce qui est important, en tous les cas, je pense que ce qui est une bonne technique lorsqu'on pratique le sourcing, c'est de tout de suite repérer tous les éléments qui vont être différents d'une entreprise à l'autre, que l'on pourra ensuite intégrer dans les critères de sélection des offres, sauf si forcément il n'y a qu'une entreprise qui propose une solution, là il y aurait restriction de la concurrence, et puis voir tous les éléments communs, ce qui sera ce qui constituera le socle commun et qui pourra être complètement intégré dans le cahier des charges. On peut également voir, en allant interroger les fournisseurs, l'opportunité d'allotir ou pas son marché, voir si on peut faire un lot avec des ESAT ou des entreprises adaptées, voilà, donc intégrer un marché réservé, puisqu'on a aussi des objectifs sociaux en tant qu'acheteur. Les contraintes du fournisseur, donc aussi il faut savoir en tenir compte, notamment sur des délais de livraison, des périodes de commande, et puis avoir des renseignements sur les composantes de prix, ce qui pourra aussi orienter la façon dont on va pouvoir monter le marché, et enfin voir comment on va pouvoir s'ouvrir aux variantes, soit facultatives, soit obligatoires, ou sur les prestations supplémentaires éventuelles. Et puis anticiper sur des clauses de réexamen. Alors là, ça peut être intéressant puisque aujourd'hui, avec notre ordonnance et notre décret, on peut prévoir l'avenir, et prévoir les modifications qui sont susceptibles de toucher notre marché, et on peut déjà les intégrer, enfin prévoir cette clause dans le cahier des charges. Et le but final est évidemment d'avoir un cahier des charges plus performant. Très bien, c'est très clair. Il y a déjà un certain nombre de questions qui nous arrivent et comme elles concernent des points que vous avez évoqués précédemment, je vais vous les poser maintenant pour qu'on ne perde pas le fil si vous voulez bien. Il y en a une sur la charte de déontologie qui est en fait de poser la question de savoir si la mise en place de la charte de déontologie, c'est une obligation pour les acheteurs du service public, du secteur public. Alors, ce n'est pas une obligation. C'est une forte recommandation. Mais c'est une forte recommandation, déjà pour que la collectivité puisse s'approprier aussi dans la conduite des échanges avec les fournisseurs le comportement que chacun doit adopter. Parce que bien souvent, ça va être le responsable de la commande publique qui va chapeauter un petit peu l'équipe qui va se rendre en sourcing ou l'équipe qui va recevoir les entreprises. Et c'est vrai qu'il y a quand même un certain management à avoir en transversal avec les services opérationnels. Et cette charte peut être l'occasion, voilà, justement, de dire comment on doit se comporter, rappeler ses principes, puisqu'on a vu que ne pas être, être impartial, et bien tout de suite on va tombe directement dans le délit de favoritisme, hein, voilà. Donc il faut quand même faire attention puisqu'on a une responsabilité quand même plus large. Donc ça peut être fortement recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, il y a une autre question qui, là, c'est vraiment une question, c'est du vécu. Que retorquez-vous à la personne qui vous dit je suis convaincu, enfin, au service technique qui vous dit je suis convaincu de ton approche, mais j'ai pas le temps. Bon, je ne sais pas s'il y a une réponse à faire à ça, sauf qu'il y a un gros travail de pédagogie peut-être à faire en interne. Mais... Oui, en effet, évidemment. On va le voir un petit peu plus loin aussi sur la question des enjeux. On sait très bien qu'on n'a pas malheureusement toujours les équipes, le temps, voilà, les capacités, mais en termes de charge de travail, bien entendu, de passer sur cette phase, hein, sur cette étape de sourcing, d'y consacrer évidemment du temps. On verra d'ailleurs que ce temps, il doit être, et cette charge, elle doit être aussi plus particulièrement ciblée dans certains cas de figure. On ne va pas forcément systématiquement tendre à réaliser du sourcing pour tout et n'importe quel achat. Ça va faire partie de la question des enjeux, hein, qu'on va voir un tout petit peu plus loin. Oui, effectivement, on a tous conscience que notre charge de travail ne nous permet pas, hein, malheureusement, de consacrer parfois suffisamment de temps à cette étape, ou alors pas du tout. Donc ça, c'est comment on fait les choix pour justement se dire on prend ce temps sur cette étape ou pas.
Ça fait partie des enjeux. On verra juste après, si vous le voulez bien. Très bien, oui. Il y a un certain nombre de questions qui arrivent, mais je pense que vous allez les traiter. On les reposera à la fin. Oui, par rapport à cette question, ce que je voulais ajouter, c'est que c'est vrai que la programmation des marchés est quelque chose de très important parce que c'est parce qu'on aura cette programmation qu'on va pouvoir anticiper et prévoir une phase de sourcing. Et puis pour le responsable du service technique un petit peu récalcitrant, ce qui peut l'inciter à prévoir et à organiser finalement ces phases de amont. Ça peut être aussi de passer par les résultats que l'on a obtenus avec un autre service. Voilà. L'exemple, le refus de l'exemplarité. Voilà, exactement. Bon, je vous propose qu'on continue parce qu'on va peut-être répondre aux questions que vous nous posez d'ailleurs, hein, mais si jamais on n'y a pas répondu, je les poserai à nos intervenants en fin de prestation. Alors, la partie sur les risques liés à l'absence du sourcing. Oui, simplement pour dire préalablement, avant de voir plus particulièrement la méthode et quand et comment on fait et quel support, simplement pour dire que, évidemment, on l'a vu dans le process, hein, achat, notre sourcing participe grandement à la bonne définition des besoins. On l'a vu, et c'est pas anodin, hein, si le législateur a rajouté 3 articles supplémentaires sur la question de la préparation de nos marchés, et évidemment la définition des besoins en est une étape clé, une phase clé. Et finalement, voilà, ce sourcing participe fortement à une bonne définition des besoins. Et donc les risques que l'on peut avoir en omettant ou alors en ne réalisant pas un sourcing, peu importe son périmètre, d'ailleurs qui doit lui-même être adapté hein, aux enjeux, hein, ça on va le voir. Finalement, si cette étape préparatoire n'est pas accompagnée hein, de ce sourcing, si la définition des besoins finalement est mal faite ou pas complètement balayée, on va dire, dans tous ces aspects, eh bien, en effet, on a un certain nombre de risques hein, qui sont, j'allais dire, tout simplement les mêmes que ceux liés à l'absence de définition suffisante des besoins. Hein, on sait que la qualité d'un achat, l'efficacité d'un achat est déterminée pour plus de 60 à 70% dès cette étape de préparation, de rédaction, d'élaboration, de choix stratégique. Hein, c'est vraiment cette étape qui va finalement déterminer le reste jusqu'à l'évaluation de notre achat, hein, jusqu'à la qualité et la mesure de l'efficacité de notre achat in fine. Donc simplement, en effet, on risque de passer à côté hein, d'éléments qui vont nous permettre de rédiger nos cahiers des charges, comme le disait Fabienne, en cohérence avec le secteur économique que l'on a en face. Et bien finalement, on se retrouverait dans le cas de figure où l'offre ne rencontrerait pas la demande, hein, tout simplement, et avec le risque derrière d'avoir forcément des offres inadaptées, hein, incohérentes avec nos attentes, parce que le secteur professionnel, les professionnels en question que l'on sollicite à travers notre consultation, finalement, ne travaillent pas de cette manière-là ou ne peuvent pas répondre à l'intégralité du besoin, chose que l'on n'aurait pas pu identifier puisque sans sourcing. Donc, voilà, par exemple, c'est aussi les fonctionnalités que l'on compte mettre dans un cahier des charges. Déterminer notre besoin, c'est déterminer un ensemble de fonctionnalités, de prestations que l'on veut recevoir pour justement avoir notre achat efficace, pour avoir cette efficacité hein, de la commande derrière. Notre adaptation aussi hein, à nos utilisateurs, in fine, c'est ça plus du sourcing interne, hein, si je puis dire, mais c'en est aussi. Hein, faut bien voir qu'il y a finalement 2 natures de sourcing, un peu comme benchmark, hein, qui peut être à la fois interne. On en parlait tout à l'heure hein, sur le retour d'expérience, etc. Et bien en matière de sourcing, on a aussi cette approche un petit peu double en interne et évidemment externe avec les secteurs économiques en question. On le disait aussi, on l'évoquait, hein, mais c'est vrai que c'est un risque d'avoir finalement une concurrence insuffisante, hein, où on sait, nous, en tant qu'acheteurs, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir le maximum d'offres possibles pour, évidemment, avoir le plus de choix possible, pour se donner le plus de chances possible de retenir et de choisir les meilleures offres. Ou des offres, vous disiez, disparates et difficiles à comparer. Voilà, il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire que c'est évidemment en lien avec la définition, le contenu hein, du cahier des charges et de notre demande, hein, plus
plus simplement. On l'évoquait aussi, hein, il faut absolument qu'on retrouve dans nos cahiers des charges les mentions relatives à nos contraintes, nos exigences. Là, on retrouve la notion de performance, hein, qu'évoquait Fabienne tout à l'heure dans nos cahiers des charges. Nos contraintes aussi sont importantes à mentionner, à voir si elles correspondent aussi aux capacités du secteur économique. Encore une fois, est-ce que les entreprises vont être en capacité de répondre à nos contraintes, à nos besoins? C'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. D'accord. Alors, le pendant de ça, le moment où le sourcing, lui, est véritablement pertinent. Voilà, on rejoint un peu la question de tout à l'heure. Hein, en effet, on n'a malheureusement pas la capacité en termes de charge, de temps de travail, etc., ou pas les équipes support, hein, qui nous permettent de faire ce travail ou qui vont nous aider dans le cadre de cette étape de sourcing, hein, de prise de connaissances sous divers aspects, hein, dans le cadre de ce sourcing. Alors, comment choisir finalement les achats, hein, les marchés, les procédures dans lesquelles on va plus particulièrement mettre en place cette technique achat qui est le sourcing, et là aussi, et dans quelle mesure, parce qu'on va voir qu'on a bien entendu, j'allais dire comme n'importe quelle méthode de travail, hein, des niveaux de complétude ou d'exigence qui sont variables. Et bien ces niveaux de recherche et de travail dans le cadre de cette étape de sourcing, évidemment, s'il faut faire des choix, il faut choisir les marchés, hein, les achats qui vont présenter les enjeux les plus conséquents, bien sûr. Alors, derrière la notion d'enjeu, on peut avoir tout un tas de choses, hein. Ça peut à la fois être des enjeux financiers, évidemment. Voilà, un achat qui va représenter un poids conséquent, hein, financièrement, économiquement, pour une collectivité, hein, pour un acheteur public. Ça peut être aussi des enjeux politiques, hein, où on peut avoir une sensibilité dans la nature de la prestation que l'on achète, etc. Donc là-dessus, on va avoir à cibler finalement par rapport aussi aux anciennes expériences, aux retours d'expérience qu'on a pu avoir dans un domaine d'achat ou autre, pour pouvoir se dire, je vais plutôt renforcer la qualité de ma définition des besoins de mes cahiers des charges dans ce domaine plutôt que dans un autre. Hein, ce qui va nous permettre aussi de cibler et donc d'avoir notre charge de travail centrée, axée plus particulièrement sur ces marchés à fort enjeu plutôt que dans d'autres. Hein, donc ça aussi, ça va être peut-être, comme on disait dans la programmation, faire partie de la stratégie achat que l'on va déployer derrière notre politique générale d'achat. Hein, et après, par rapport à ça, on va en effet adapter les outils de sourcing à ces enjeux plus ou moins importants, et donc adapter aussi la taille, le poids et le temps passé sur cette phase de sourcing. Alors là, on va passer à une partie qui est celle sur laquelle d'ailleurs on a beaucoup de questions. Donc je pense que c'est autour des recherches d'opérateurs, des bons supports, des modalités d'échange. Alors je vais peut-être vous en poser 2 ou 3 que vous reprendrez sûrement dans votre exposé, et puis on prendra les suivantes après. Des questions sur lesquelles vous pouvez intervenir tous les deux pendant cette partie-là de l'exposé. Hein, sur est-ce qu'on peut recevoir plusieurs fournisseurs lors d'un sourcing? Est-ce qu'il est permis de se rendre dans les locaux d'une entreprise consultée? Y a-t-il un minimum de candidats à rencontrer? Et que doit contenir un rapport de sourcing? Alors, je vous passe la parole sur la suite, puisqu'on est complètement dans ce sujet-là. Entre-temps, je voulais simplement qu'on fasse un petit arrêt pour poser une question à nos internautes, qui est une question dont vous posez, qui apparaît sur vos écrans. Vous y répondez par oui ou par non. Et la question est, utilisez-vous le sourcing dans votre collectivité? C'est un sondage qui est ouvert. Vous répondez et pendant ce temps-là, nous continuons, notre exposé sur cette partie recherche d'opérateurs, support et modalités des échanges. Alors, on l'a dit, hein, la recherche d'opérateurs, finalement, c'est aussi pour, à travers les retours que les entreprises vont pouvoir nous faire, avoir une meilleure connaissance et la possibilité de définir davantage et de manière plus précise notre besoin, bien sûr, mais c'est aussi, et on l'a évoqué notamment sous l'angle de l'ouverture ou non variante à PSE, à option ou pas,
Est-ce que finalement, ces opérateurs utilisent des techniques innovantes? Est-ce que ce secteur économique fait l'objet d'une réglementation particulière? Donc ça, c'est ce qu'on va appeler plus particulièrement la veille technologique, la veille réglementaire, hein, sur un secteur plus particulier, et c'est ce qui va nous permettre en effet d'avoir parfois aussi dans l'optique aussi, hein, d'ailleurs, de nos achats responsables. Là, on rejoint la question de la politique d'achat. Est-ce que je vais tendre et rechercher de l'innovation? Est-ce que je vais avoir mes fournisseurs qui seront capables ou non de répondre à mes exigences, moi, en tant qu'acheteur responsable, hein, qui est capable de traiter aussi la clause d'insertion, qui va pouvoir avoir un rôle, parce que en tant que personne publique, nous avons un rôle économique et social à jouer aussi, hein, dans notre secteur ou plus largement sur nos régions. Donc là-dessus, on va pouvoir aussi cibler des opérateurs qui sont plus particulièrement à la pointe technologiquement, ou alors plus particulièrement enclins à travailler avec les milieux associatifs pour éventuellement faire ce qu'on disait tout à l'heure, hein, d'avoir des marchés plutôt réservés, etc., ou de la clause d'insertion, tout simplement. Donc ça c'est évidemment en lien avec la question du secteur économique. Nos fournisseurs, alors là aussi on a la possibilité de faire aussi plusieurs pistes, hein, pour cette recherche de fournisseurs, cette recherche d'opérateurs, évidemment en fonction des domaines d'activité, raison pour laquelle d'ailleurs il nous faut aussi, hein, connaître ces domaines, ces secteurs, comment ils fonctionnent. Eh bien, on va pouvoir avoir déjà un sourcing plutôt d'ordre horizontal, hein, partager avec d'autres collectivités territoriales sur les entreprises avec lesquelles elles travaillent, les fournisseurs, partager sur… une mutualisation des informations. Bien sûr, c'est ça, hein, finalement, c'est ça, parce qu'on va le voir, on arrive finalement sur un outil qui va être aussi un outil de référencement fournisseur, hein, on verra dans quelle mesure et sous quelles conditions, mais notre objectif, il est là aussi, finalement, d'avoir un listing fournisseur domaine par domaine pour pouvoir nous aider aussi dans le cadre de ce sourcing. Donc ça, c'est plutôt un sourcing de type horizontal. Après, on a un sourcing avec des techniques qui nous permettent d'aller chercher nous-mêmes, évidemment, dans le secteur en question, des opérateurs économiques, comme des entreprises spécialisées dans un secteur industriel. Eh bien, ça va être de passer par la fédération, hein, les sites d'organisation professionnelle, hein, tout simplement. Là, on a facilement, hein, par les fédérations, les listings des entreprises, où on a aussi l'avantage que souvent elles-mêmes adhèrent à une charte ou finalement à des normes, des exigences que la fédération porte elle-même. Donc, on a quand même un certain nombre de garanties aussi, hein, ce qui peut être intéressant pour nous. Donc, voilà, passer par les sites professionnels, les sites spécialisés aussi dans les recherches par domaine d'activité. Et parmi les questions que l'on a, c'est dans les rencontres avec ces fournisseurs, est-ce qu'on peut en réunir plusieurs autour d'une même table? Est-ce que c'est autorisé? Et est-ce qu'on peut se rendre dans les locaux d'une entreprise consultée? Je vous laisse répondre, Fabienne, sur la première partie de la question. Alors, sur la première partie, non, on ne reçoit pas les fournisseurs ensemble autour d'une table. On ne les met pas en concurrence à ce moment-là. Et puis, en plus, il y a quand même des secrets industriels et commerciaux qui ne doivent pas être révélés et qui n'ont pas à être révélés, évidemment, par l'entreprise. Et il serait de très mauvais goût voilà, que de les rassembler. C'est mieux en le disant. Donc, c'est les uns après les autres. Alors, après, tout dépend si on est sur un sourcing extrêmement en amont, si l'on prend certaines collectivités territoriales d'une certaine taille, hein, puisque là on parle de la capitale notamment, hein, la direction des achats organise chaque année une réunion quasi publique pour tous les fournisseurs, toutes les entreprises d'un secteur d'activité donné. Et donc oui, là, voilà, c'est ce qu'on appelle des réunions ouvertes. Hein, on n'est pas évidemment, on est quand même sur du sourcing, mais pas le sourcing avec les outils et pointus, hein, qu'on évoquait et qu'on va voir, voilà, en termes d'outils, on est sur du global. Hein, oui. Est-ce qu'il est le fait de pouvoir aller dans les locaux de l'entreprise consultée, est-ce que c'est des choses qui peuvent se faire? Oui, c'est particulièrement intéressant lorsqu'on est en présence d'outils, de systèmes technologiques, d'outils, et que l'on souhaite avoir une démonstration en quelque sorte, hein, du fonctionnement de l'outil et des méthodes de travail de l'entreprise.
Dans ce cas, évidemment, faudrait avoir, et ça rejoint une des questions, je pense, hein, peut-être visiter 2 ou 3 sites de ce type de fournisseurs, de ce type d'opérateurs, pour pouvoir aussi avoir de la matière à comparer leurs méthodes de travail, leurs outils, leur mode opératoire, etc. Pas de minimum de candidats? Je dirais au moins 5. Après, on rejoint la notion du texte, hein, c'est-à-dire une mise en concurrence suffisante. Voilà, après, chaque acheteur est libre de l'interpréter, mais évidemment que sur un sourcing assez pointu, hein, dans un domaine qu'on aurait identifié à fort enjeu, oui, il faudrait qu'on soit au moins sur 4-5 entreprises minimum. Après, sur des achats moins conséquents, on peut rejoindre ce que l'on peut avoir sur les petits achats en termes de mise en concurrence. Je propose que nous passions sur la partie support, les référencements des entreprises, guide d'entretien. Donc, sur cet aspect, on a en effet différents types de supports. Le travail de sollicitation, hein, des sites professionnels ou des secteurs professionnels ou des fédérations, par exemple, doit nous conduire aussi à effectuer, à pouvoir en tout cas avoir un listing de type référencement, de même que les noms, les entreprises, les fournisseurs qui ont déjà répondu sur d'autres consultations à l'une ou l'autre de nos appels d'offres ou de nos appels à concurrence, eh bien, ces entreprises qui ont déjà finalement manifesté un intérêt pour notre organisme, pour notre collectivité, eh bien, là aussi, on peut, en se basant tout simplement sur le contenu de nos registres de retrait, hein, des DCE, ou de nos registres de dépôt des offres, commencer aussi à élaborer un listing de référencement. Voilà, ça peut être une première base. Ensuite, l'idée, c'est d'élargir, hein, on l'a dit, aussi cette concurrence en allant chercher d'autres entreprises, évidemment, qui n'ont pas l'habitude de répondre chez nous. Et ce qui est extrêmement important au niveau de ce support, hein, en quelque sorte, il faudrait que ça soit un tableau de référencement, puisque en cas de besoin, selon la nature des prestations que l'on souhaite acheter, pouvoir recueillir et avoir surtout la possibilité de filtrer à l'intérieur de ce tableau par nature d'activité, sortir le listing des entreprises qui peuvent nous intéresser par rapport à un sourcing. Donc là, évidemment, hein, on ne parle pas de mettre des informations qui seraient trop sectorisantes ou qui défavoriseraient certaines entreprises dans ce listing, hein, évidemment. On n'est pas dans ce cas de figure-là. Donc, le support aussi important, c'est ce document qui nous aidera justement à conduire les discussions et cadrer en quelque sorte notre sourcing avec les entreprises, avec les fournisseurs. Donc ça, c'est évidemment nous à recueillir un certain nombre d'informations importantes, hein, comme leur chiffre d'affaires, des références clients ou leur modèle économique. Ça, c'est une notion importante par rapport à nous en termes derrière d'analyse de coûts. Donc voilà, tout un tas de choses que l'on va pouvoir avoir un petit peu, nous, comme trame de guide, hein, sur la conduite de ces échanges, et nous, de l'autre côté, savoir se présenter, nous, en tant que collectivité, en tant qu'organisme public, pour que le fournisseur sache quels sont nos objectifs derrière. Hein, il faut là aussi, finalement, rejoindre nos principes, hein, d'égalité de traitement, parce qu'on applique la même trame à tout le monde, et de transparence, parce que là, on va être sur un cas de figure où finalement, on va aussi avoir une traçabilité au niveau du support qu'on utilise, parce qu'on va faire un petit compte-rendu ou ce qu'on verra tout à l'heure, le rapport de synthèse, hein, qu'on évoque aussi là, dans la diapo par rapport à tout ce qu'on aura pu collecter comme information, et à la fois sur les entreprises et sur le secteur d'activité. On passe aux modalités d'échange. Juste une petite interruption pour vous donner les résultats de la question que nous avons posée. Sur 62% utilisent le sourcing contre 38% qui ne l'utilisent pas. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui est une bonne nouvelle par rapport pour des ambassadeurs de sourcing que vous êtes. C'est là qu'on voit que voilà, les techniques achats se déploient de plus en plus, et on peut que s'en réjouir. Alors, je propose qu'on passe donc à la partie échange, peut-être en la concentrant un petit peu. Oui, c'est juste un
tableau, un récapitulatif finalement, un exemple d'intégration de nos échanges avec les entreprises sur en l'occurrence un mailing qui serait fait sur une consultation donnée, un mailing, vous le voyez très en amont, comme on disait, qui s'adresserait par exemple aux fédérations. Donc là, on a mis aussi la notion de temporalité par rapport à ce mailing, avec par rapport à notre avis d'appel public à la concurrence, 2 mois avant. Voilà, ça c'est pour donner une notion aussi et à la fois prévenir, et ça va forcément en lien aussi avec notre programmation des achats, avec voilà, nous, un mail d'intention en disant oui, moi, collectivité, je vais prochainement lancer telle ou telle consultation dans tel secteur d'activité et cette consultation pourrait vous intéresser. Donc, nous vous invitons, voilà, par exemple, en termes de contenu, à répondre via notre site internet, via notre plateforme, etc. Donc, ça, c'est vraiment très en amont. Et ensuite, on va pouvoir avoir la même chose de réaliser auprès des entreprises qu'on a déjà préalablement identifiées, à la fois à travers notre listing et notre recherche dans le cadre du sourcing. À ce stade, nous avons pu voir la recherche d'opérateurs, les bons supports, les modalités d'échange. Chacun, vous nous avez proposé un exemple, l'un plus sur les fournitures scolaires, l'autre plus sur les marchés de travaux. Je propose, Fabienne, d'évoquer d'abord les fournitures scolaires. D'accord. Alors, oui, il s'agissait de monter un marché sur les fournitures scolaires, travaux manuels, jeux et matériel éducatif. Donc, on est parti sur un groupement d'achat entre 15 collectivités sur le territoire de la métropole de Lyon. Déjà, avant de partir en sourcing, nous avons fait une enquête de satisfaction auprès des professeurs d'école et des directeurs d'école pour déjà avoir bien la connaissance de leurs besoins et connaître les pistes d'amélioration sur l'ancien marché et puis souhaitable pour en tenir compte, donc même pendant la procédure de sourcing. Un benchmark a pu être aussi réalisé puisqu'on était 15 collectivités, donc il était quand même facile de récolter toute information et de comparer un petit peu les marchés que l'on avait chacun dans nos collectivités pour voir les points positifs et puis les points améliorés. Donc de là est ressorti quand même beaucoup de choses, sachant qu'aussi certaines collectivités, des petites collectivités, n'avaient pas du tout de marché. Donc là, c'est juste pour dresser un petit peu comment ça s'est passé, quoi, ce groupement. Alors, plusieurs leviers d'optimisation ont été actionnés, notamment le levier massification, puisque là, on est forcément en groupement d'achat. Il y a également eu la durée du marché qui a été étendue, puisqu'on est passé sur une durée de 2 ans renouvelable une fois, donc avec une période de 4 ans maximale. À côté de cette durée, nous n'avons pas fait non plus d'allotissement. Alors pourquoi? Donc ça, c'est le sourcing qui a pu aussi nous aider à décider si on allait allotir ou pas, sachant que dès le départ, la priorité était donnée à la performance économique, ce qui justifiait notre groupement d'achat. Donc après, c'était la question de l'allotissement. Moi, ça m'a quand même pas mal occupé. Et donc, on s'est rendu compte en sourcing, en interrogeant donc 5 fournisseurs, que par exemple, les paillettes, c'est peut-être un truc tout bête, pour certains, c'est dans les travaux manuels, et pour d'autres, dans leur catalogue, ça allait être au matériel éducatif. Donc, ça devenait très compliqué pour matérialiser ensuite un catalogue restreint et se dire que dans tel lot, ça sera telle entreprise, et puis pour l'autre, ça sera appelé d'une autre façon. Donc, voilà, c'était assez compliqué. Et puis voilà, c'était cette envie de réaliser une belle économie. Mais le gain a été là, puisqu'on a eu un gain financier de 23% pour la commune d'Oulin
donc avec un gain beaucoup plus important pour les communes qui n'avaient pas de marché auparavant, qui ne bénéficiaient d'aucune remise. Ensuite, on est parti, pareil, on a demandé aux entreprises si elles étaient, comment elles percevraient le fait de leur envoyer dans le dossier de consultation un catalogue restreint de fournitures. Et sur la façon dont on allait faire la question s'est posée de faire un bordereau de prix unitaire avec un détail quantitatif estimatif. Et tous ont souhaité plutôt que l'on fasse un DQE masqué. Alors, ce qui a fait qu'il n'y a plus du tout de BPU, on a juste communiqué un catalogue avec 300 articles au départ. On a annoncé qu'on allait juger les offres sur un DQE masqué et avec aussi la possibilité de recourir au catalogue général. Voilà. Pour le gain financier, c'est ce qui nous a conduit à avoir un gain financier. Sur le développement durable, eh bien, on a mis un critère social et ça nous a permis d'avoir du matériel adapté pour les enfants handicapés, ce qui était d'ailleurs une demande des professeurs d'école. On a réduit les livraisons et donc l'empreinte carbone. Et ça a été aussi un travail assez important puisque certaines communes commandaient un petit peu sans période, en fait, en dehors de toute période. Donc, on a pu rationaliser les livraisons, ce qui a eu une incidence aussi sur le prix, finalement. On a pu également prévoir des délais de livraison plus longs parce qu'il fallait lutter contre les reliquats de commandes. Donc, en allongeant les délais et en fournissant notre catalogue restreint, déjà, le fournisseur devait avoir en stock les produits qu'il était susceptible de nous livrer. Et en mettant un délai correct de livraison, puisque là, on n'est pas dans de l'urgence humaine non plus sur la fourniture scolaire, eh bien, ça nous a permis de réduire ces reliquats qui génèrent après beaucoup de travail au niveau de l'administration. Voilà. Et puis ensuite, on a eu les clauses de réexamen. Donc, on a pu prévoir dès le départ le fait d'adapter notre catalogue restreint avec les produits de substitution. Lorsque le fournisseur arrête de fournir un produit, il va le remplacer par un autre équivalent. Donc, on l'a prévu déjà dans le cahier des charges, ainsi que la mise remettre dans le catalogue restreint des produits éco-responsables. Parce que ça, on n'avait pas pu les prévoir dès le départ non plus, puisque tous les fournisseurs interrogés n'avaient pas les mêmes produits labellisés. Voilà. Et ensuite, réduire la faculté de pouvoir réduire les fréquences de livraison. Donc, on voit les multiples impacts oui. de cet exemple. De la démarche de sourcing. En l'occurrence, sur des fournitures scolaires. Oui. Et on a pu également s'adapter aux contraintes des fournisseurs. Ça veut dire prévoir des périodes de commande et de livraison en dehors des périodes de rush, où tout le monde va le commander en même temps, donc le mois de juin, voilà. Et puis, on a pu donc indiquer également pour chaque site des livraisons communes pour l'ensemble des écoles d'une ville, par exemple. Oui, oui. Comme ça, on a vraiment réduit les livraisons et ça a eu une incidence sur le prix. Très bien. On va passer à l'autre exemple qui est plus sur le marché de travaux. Oui. On a aussi là on a une belle illustration finalement de la prise en compte aussi des contraintes fournisseurs derrière qui pour nous ne change rien fondamentalement sur la satisfaction de notre besoin, prise en compte de ces contraintes fournisseurs et puis derrière forcément un gain achat, un gain en tout cas économique, un gain achat responsable, etc. Pour prendre un exemple de marché de travaux assez particulier sur les travaux d'adaptation personnes à mobilité réduite, notamment parce qu'on a aussi là quelques particularités. Donc, on part justement de ces particularités par rapport à nous et
notre achat, à nos travaux d'envisager. C'est notamment une particularité, celle du milieu occupé. Donc là, nos entreprises de travaux ne sont pas toutes habituées non plus à travailler dans ce cadre, hein, qui est assez spécifique, qui amène aussi des contraintes, hein, en termes d'exécution, bien entendu, avec des occupants, des locataires qui sont présents dans les logements, par exemple, ou dans les locaux avec des usagers qui sont présents. Donc là-dessus, à travers notre listing, nos entreprises référencées, on a fait un peu le tri en disant, voilà, est-ce que ça, c'est quelque chose que soit l'entreprise, vous pouvez appréhender facilement, soit est-ce que vous avez l'habitude en termes de référence. Ça, c'est des questions aussi qu'on peut poser au niveau du sourcing, hein, pour voir est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec des ergothérapeutes aussi, comment vous travailleriez dans ce cadre. Ce qui va nous permettre aussi, nous, à côté, on a un contrat, on a un marché avec nos ergothérapeutes, voilà, de mettre en lien les cahiers des charges et des obligations de tout un chacun. Donc ça, c'est un exemple. On a ensuite fait ce travail avec, pareil, la question de tel ou tel type de travaux, les prioriser, comment les entreprises préféreraient travailler ou pas, dans la mesure où pour nous, encore une fois, il n'y a aucun obstacle et le besoin, la bonne réalisation des travaux est effective. On n'a pas, nous, à amener plus de contraintes qu'il n'y en a finalement déjà dans ce cadre-là. Nous, pour notre part, on est arrivé à un résultat de l'ordre de 30% d'économie par rapport au BPU précédent sur ce type de travaux. Donc, sur de la construction, un tout autre sujet, hein, mais finalement, en travaux aussi, on a là une approche, une logique et des objectifs différents qui vont être, et que l'on peut retraduire notamment dans notre guide d'entretien, par exemple, dans le cadre du sourcing. Quelles sont les différentes façons de travailler sur différents corps d'État, avec l'organisation des équipes, l'utilisation de moyens nouveaux. Alors ça, c'est quelque chose, là, je fais le lien aussi avec éventuellement l'ouverture à variantes, etc. Donc ça, c'est quelque chose, et surtout avoir un cahier des charges assez ouvert, assez libre finalement, parce que lors du sourcing, on va s'apercevoir qu'il y a des façons de travailler très différentes. Voilà, sachant que nous, derrière, on a toujours notre objectif à atteindre, et notamment en marché de travaux, les objectifs de performance, d'efficacité des travaux, etc. Et puis, donc là, c'est tout l'aspect mode opératoire. Le sourcing nous permet de sonder un petit peu secteur d'activité par secteur d'activité, hein, lorsqu'on a marché à l'outil, hein, travaux, corps d'État par corps d'État, avec derrière aussi le mixage avec un objectif de renouvellement des différentes entreprises. Parce qu'on sait qu'en matière de travaux, on tourne souvent un peu avec les mêmes entreprises. Donc, c'est bien aussi d'apporter ce regard neuf, ce sang neuf au sein de nos consultations. Très bien. Alors, ce que je vous propose, parce que le temps passe, c'est on a évoqué à plusieurs occasions la carte d'achat, qu'on en dise deux mots. Et puis après, je vous poserai une dizaine de questions à laquelle vous aurez la gentillesse de répondre le plus rapidement possible. Entre-temps, puisqu'on va parler de la carte d'achat, petit sondage. Est-ce que vous utilisez une carte d'achat dans votre collectivité? Vous répondez par oui ou par non, avant que je passe la parole à Fabienne sur, en gros, les avantages, les bénéfices de la carte d'achat, malheureusement, le plus brièvement possible. D'accord. J'y vais? Allez-y. D'accord. Alors, bon, la carte d'achat, c'est une carte de paiement pour les achats récurrents et de faible montant. Donc, des achats qui peuvent être réalisés soit à distance, soit à proximité, directement dans un commerce. Le texte, juste pour le rappeler, c'est le décret du 26 octobre 2004 qui permet donc d'utiliser la carte d'achat, qui est un outil de modernisation et de simplification de la commande publique. Au départ, il faut vérifier quel est le montant de famille d'achat sur lesquels va porter le paiement par carte d'achat, puisque la banque avec qui on va faire un contrat, en fait, va prélever un pourcentage sur ce montant. Selon le montant, ça va déterminer donc le seuil de procédure. Donc nous, à Oulin, on est parti avec une banque. C'était un marché négocié, hein, parce que c'était un tout petit montant. Ça consiste donc ensuite, pour nous, collectivités, à paramétrer des droits ouverts aux porteurs des cartes par fournisseur et par période. Une délégation de signature est donc faite pour les commandes et les paiements aux porteurs de la carte.
Une fois que l'acheteur va passer sa commande, il va pouvoir payer donc avec cette carte. Et puis, dans les 3 jours, dans les 72 heures, en fait, il y a la banque qui va payer le fournisseur. Et ensuite, toutes les fins de mois, la banque envoie un relevé d'opération. Donc, on va pouvoir pointer si effectivement ça correspond bien à ce qu'on a été livré. Et à ce moment-là, le Trésor public va rembourser l'avance qui a été faite par la banque. 30 jours. Voilà, ça c'est le principe. Alors, les bénéfices, c'est qu'on peut évidemment faire des achats à distance. Ça fait baisser les coûts de traitement d'une commande. Alors, il y avait eu une étude par une association, 75 €, je crois que c'est beaucoup plus important aujourd'hui. À 28 €, et puis ça supprime les validations des bons de commande, enfin, ça supprime tous les circuits de validation internes, ce qui fait gagner énormément de temps. Pour l'entreprise, forcément, c'est un outil plutôt efficace puisqu'elle va pouvoir être payée en moins de 72 heures. Et pour le comptable, c'est une réduction aussi significative du nombre de mandats et du nombre de virements émis. Donc, voilà. Et puis, c'est aussi pratique pour les services qui n'ont plus à se déplacer pour aller faire leurs commandes. Ils peuvent, à partir de leur ordinateur, faire des commandes en ligne. Très brièvement, après, vous évoquez le fait que la carte d'achat, comme outil de modernisation de l'achat, il faut d'abord aussi vérifier dans le sourcing si les fournisseurs disposent de l'outil. Oui. Alors, il faut vérifier dans le sourcing si les fournisseurs peuvent accepter le paiement par carte d'achat et toujours aussi, moi, ce que je fais en règle générale, je vais également mettre un sous-critère de sélection des offres pour demander aux fournisseurs s'ils acceptent d'être payés par carte d'achat. Voilà, et je mets un tout petit nombre de points dans le mémoire justificatif des offres. Voilà, un point en général pour avoir l'information et ne pas sanctionner à outrance un fournisseur qui n'est pas équipé en fait. Alors avant de vous poser les différentes questions que nous avons, je voulais juste vous informer de l'existence d'une carte carburant, une carte multi-enseigne qui existe depuis peu de temps, créée par Edenred, qui permet de maîtriser et d'optimiser ses dépenses, et notamment par le biais de simplification de facturation, de pas d'avance de frais, etc., et qui est multi-enseigne avec 2850 stations qui sont ouvertes et disponibles. C'était l'occasion d'en parler. Mais je voudrais maintenant venir aux différentes questions qu'on peut avoir. Alors, je vais vous demander d'être très, très bref, un peu comme les questions SMS dans certaines émissions. Le rapport de sourcing est-il annexé au règlement de consultation? Non. Non. Par contre, on peut le fournir au contrôle de légalité pour informer, la préfecture, pour montrer dans le cadre du contrôle de légalité comment se sont déroulées les rencontres avec les fournisseurs. D'accord. Et qu'on a pris toutes mesures appropriées de nature à ne pas fausser le jeu de la concurrence. Un peu comme on ferait sur une procédure qui permettrait la négociation. Voilà. On est finalement sur la traduction du principe de transparence. Tout ça. Comment allier RGPD et sourcing? De toute façon, on est obligé, nous aussi, de se mettre à niveau sur la sensibilité des données et des collectes d'informations que l'on fait. Il faut savoir qu'on est sur un travail purement interne, comme on le disait. Donc, les données qui vont pouvoir être collectées ne feront pas l'objet évidemment de diffusion ou autre. Là-dessus, il n'y a pas à mon sens, pas de risque majeur. Quelle forme prendra le listing de référencement? CRM, Excel? Est-ce qu'il y a une forme? Tout dépend des outils dont on dispose, dont dispose l'acheteur. Je dirais basiquement, et quand on n'a pas vraiment une taille qui permet d'avoir des moyens conséquents en termes de logiciels ou de SI achat, ce qu'on va appeler le SI achat, eh bien un tableur Excel peut tout à fait faire l'affaire sur les fonctions qu'on évoquait tout à l'heure, juste un filtrage, un tri pour avec des mots-clés permettant de trouver les fournisseurs par domaine, par catégorie, par segment, famille d'achat. Après, on peut avoir des outils beaucoup plus développés, mais c'est pas forcément la qualité du sourcing n'en pâtira pas forcément. Plusieurs questions sur les DQE masqués. Pourquoi les préférer? Leur champ d'application?
Parce que lorsqu'on a un DQE qui est, combiner le bordereau de prix unitaire avec un détail quantitatif estimatif connu des fournisseurs, et bien après, comment dire, ils vont pouvoir, les fournisseurs seraient susceptibles, je fais attention, de mettre des prix bas pour les articles qui seraient référencés dans le bordereau de prix et dans le DQE. Et puis, dans le catalogue restreint, après, on aurait la flambée des prix, puisque certains fournisseurs ont des catalogues propres pour un marché donné. C'est jamais les mêmes prix, en fait, d'une collectivité à l'autre. Ils ont des catalogues, bien souvent, spéciaux. Donc, le fait de masquer ce DQE, le fournisseur ne sait pas, il avait la liste, le catalogue restreint de communiqué, mais dans ce DQE masqué, il y avait aussi l'intégration d'articles du catalogue général, et on pouvait donc choisir les mêmes articles, et on réduisait les problèmes avec les marques ou les produits identiques, enfin pas identiques, compatibles ou oui, voilà, similaires. On va prendre deux dernières questions. La première, c'est est-ce qu'il y a déjà des bilans qui ont été réalisés sur les effets du sourcing que les gens peuvent retrouver? Déjà, on a eu la preuve par les exemples que vous avez montrés. Oui, c'est-à-dire des études. Des études, oui, c'est ça, des études économie réelle, achat. Oui, dans le rapport. Dans le rapport du sourcing, en général, on va décliner la stratégie d'achat. Non, mais des bilans qui existent déjà sur l'efficacité du sourcing en tant qu'outil. C'est vrai qu'on le voit au quotidien. Donc après, au niveau des études, personnellement, je ne sais pas s'il y a eu des études pointues sur ce sujet. Je sais qu'il y a des grandes réflexions qui sont faites, notamment au niveau de la DAE, sur l'impact et la qualité de la définition des besoins. Donc ça va plutôt être quelque chose qu'on va retrouver dans ces études-là. D'accord. Et puis une dernière question qui s'adresse à la fois à vous, Fabienne, et à vous comme formateur. Peut-on avoir un guide d'entretien en exemple? Absolument. On va le fournir. Vous pouvez nous en dire deux mots avant qu'on… Le guide d'entretien, c'est un guide d'entretien qu'on a rédigé dans le cadre du réseau de la commande publique de la métropole de Lyon. Et donc, on a fait ce guide d'entretien avec toute une série de questions qui peuvent être posées aux fournisseurs. Donc, c'est très pratique, il est assez touffu. Mais pour commencer, c'est plutôt très utile. C'est un bon outil. Donc, c'est un document qui sera déposé à télécharger sur le cliquet objet document. Donc, vous pourrez le retrouver en même temps que l'enregistrement de cette webconférence que malheureusement, nous allons devoir terminer parce que nous arrivons à la fin du temps dont nous disposons et nous allons d'abord vous remercier tous les deux pour vos interventions, vous dire que ceux qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions, et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup de questions, VK continue à vous accompagner par le biais de son service VK Ligne Expert qui vous permet de poser directement vos questions, à la fois d'ordre réglementaire et par téléphone. Et puis d'ailleurs, il y a un dossier sur le site VK que j'ai lu d'ailleurs, qui est sur vk.fr sur le sourcing qui est fort intéressant. Encore merci à vous deux et puis à très bientôt. Merci. Merci.